Alors, bonjour, puis merci de l'invitation. Je suis bien contente que Luc a présenté tous ces chiffres-là parce que je n'ai pas besoin de les représenter. Donc, je vais répéter certains. Mon objectif, c'est plutôt d'explorer davantage surtout les facteurs de scolarisation et de profession sur la présence de l'écart et son évolution dans le temps. Et je vais aussi traiter quelques autres facteurs. Alors, ça, c'est mon plan d'analyse. Alors, on va commencer avec le point de départ. Je veux juste indiquer que pour les chiffres sur les salaires, il y a deux principales sources d'information. Il y a l'enquête sur la population active et la plupart des chiffres de Luc viennent de là. Le problème avec cette enquête-là, c'est que quand on arrive à regarder juste le Québec, et juste des sous-catégories, on a souvent des échantillons petits, puis beaucoup de fluctuations dans le temps qui sont purement des anomalies statistiques. Et puis, il y a certaines données qui ne sont pas aussi détaillées. Alors, pour cette raison-là, je présente aussi des données du recensement qui sont beaucoup plus détaillées, qui sont basées ou bien sur un échantillon de 100%, ou bien sur un échantillon de 25% pour les détails. Et notamment dans les professions, on peut aller beaucoup plus en détail. Et le problème avec le recensement, particulièrement celui de 2021, c'est que les données sur le revenu réfèrent à l'année 2020. Et vous savez, qu'est-ce que c'était l'année 2020? C'était la pandémie. Et en particulier, ce sont les emplois à faible salaire qui sont disparus le plus. Donc, il y a moins d'écart salarial qu'il y avait peut-être avant ou après. Aussi, justement, pour éliminer l'impact des âges, la plupart de mes données, que ce soit d'une enquête ou l'autre, je réfère plutôt à 25 à 54 ans. Donc, entre autres, par exemple, quand on regarde les femmes et les hommes dans le secteur de commerce ou de restauration, ce qu'on voit, c'est les hommes étudiants, moins de 25 ans, et les femmes de tous les âges. Alors, ça réduit les écarts, alors que quand on regarde juste les 25-54 ans, on a un portrait plus fiable. Même chose pour les personnes de plus de 55 ans, les femmes ont tendance à se retirer plus rapidement ou de travailler plus à temps partiel. Donc, là aussi, on cause un biais. Alors, je reprends, c'est mon point de départ. J'aurais dû impliquer que, je ne me rappelle pas si c'est de l'ensemble de la population ou de 25-54, mais on a globalement un écart 2% pour les horaires, 17,8% des salaires hebdomadaires, et cette différence qui est de 8,8%, c'est essentiellement dû au fait que les femmes travaillent moins d'heures que les hommes. Quand on regarde les données de recensement, c'est-à-dire que les revenus annuels, on voit que l'écart est beaucoup plus grand. Pour les personnes ayant travaillé à temps plein toute l'année, c'est assez proche de l'écart hebdomadaire. Quand on regarde l'ensemble des personnes qui ont travaillé, c'est 22,9 et ça, c'est parce que les femmes sont aussi plus d'absence, c'est-à-dire des semaines qu'elles n'ont pas travaillé pendant l'année. Le fait qu'ils ont travaillé à temps partiel une partie. Alors, je voulais faire une petite recension de littérature, mais il y a des centaines et des centaines d'études sur le sujet, surtout quand on regarde à l'international. Alors, j'ai basé ma recension sur essentiellement deux études. Vous allez voir les références tantôt. Donc, c'est très partiel comme analyse, mais j'ai essayé de sortir les importantes. Alors, les thèses originales sur la différence entre les écarts salariales entre hommes et femmes, qui datent des années 60-70, c'est la théorie du capital humain.
Et comme vous avez vu dans les statistiques de Luc, les femmes étaient beaucoup moins scolarisées à l'époque et elles avaient aussi beaucoup moins d'expérience sur le marché du travail parce qu'elles étaient beaucoup moins présentes sur le marché. Et aussi à la durée de l'occupation, c'est-à-dire que parce qu'elles étaient moins souvent, elles avaient moins d'anciens dans la ferme, mais dans la mesure où les salaires augmentent avec l'ancienneté, une grande partie de l'écart est explicable par ces facteurs-là. Deuxième facteur qui paraît à peu près partout, c'est la pénalité liée à la maternité. Alors, on sait que les femmes mettent, encore aujourd'hui, les écarts ont diminué, mais les femmes continuent d'assumer la plus grande part des travaux auprès des enfants, dans le travail domestique et auprès des personnes âgées. Et c'est une pénalité qui est le plus gros dans les années autour de l'accouchement, dans le périnatal, mais il persiste, il peut persister toute la carrière des femmes, dépendant de l'étude. Et les lois sur les congés parentaux ont beaucoup réduit cette pénalité, simplement parce que quand les femmes accouchent, elles retiennent leur lien avec l'emploi, elles retournent et donc elles ne perdent pas de l'ancienneté. Il y a la ségrégation professionnelle. Beaucoup de gens ont étudié cette question-là, mais moi, mes recherches, je vais vous montrer, indiquent que malgré le fait que les femmes sont très ségrégées au niveau des formations et au niveau des professions, ce n'est pas ça l'explication principale des écarts. Et malgré le fait que malgré aussi le fait que les femmes, les catégories à prédominance féminine sont moins bien rémunérées, c'est-à-dire qu'on continue à dévaluer les travaux qui sont reliés au travail domestique, mais n'empêche que ce n'est pas ça l'explication principale. Un autre thème qui revient de plus en plus dans la littérature, c'est le comportement moins agressif que les femmes. C'est-à-dire qu'elles valorisent des choses autres que le salaire, entre autres le temps de flexibilité des horaires pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, le fait d'être plus proche de leur lieu de travail, simplement la qualité de leur emploi, et elles sont moins portées à négocier agressivement leur salaire individuel. D'autres facteurs, et Luc en a présenté certaines, mais je vais revenir sur certaines, l'appartenance à un syndicat. Moi, je vais vous expliquer que la syndicalisation est la principale source ou une des sources principales de réduction des écarts salariales. Le secteur industriel, la situation familiale, vous avez vu les chiffres de Luc, mais ce qu'on a vu, c'est que les hommes, il y a souvent un boni pour les pères. C'est-à-dire que les employeurs ont tendance à donner un boni lorsque les hommes deviennent pères, parce qu'ils sont plus responsables, n'est-ce pas? Alors que ça encourage les femmes à être moins présentes au travail. Ensuite, la politique familiale, dont Luc a déjà mentionné aussi, et la loi proactive sur l'équité salariale. Je vais avoir quelques commentaires là-dessus. Alors, ici, c'est une étude qui a été faite par des gens du Québec. Il a été d'abord publié à Cyrano, puis ensuite par Statistique Canada. Ils ont essayé, avec un échantillon juste sur des entreprises, de démarquer la part de l'écart qui est attribuable au fait que les femmes ont tendance à graviter vers les entreprises qui paient des salaires plus faibles, parce que c'est la profession, parce que c'est plus proche de la maison, pour toutes sortes de raisons, et la part qui est attribuable à l'intérieur d'une entreprise, c'est-à-dire la politique de rémunération, qui est supposée être justement l'élément qui est attaqué par la loi sur l'équité salariale. Alors, ça, de façon surprenante,
Bon, d'abord, il a fait cette analyse, ils ont fait cette analyse pour 3 provinces, pour l'ensemble, et ils ont trouvé que l'écart de rémunération était plus faible au Québec qu'en Ontario ou en Colombie-Britannique, ou dans le restant de l'échantillon. Mais il disait que la part attribuable dans la politique salariale à l'intérieur de l'entreprise, c'est plus grande au Québec et moins forte en Colombie-Britannique. Alors, ça m'a choqué. Alors, j'ai fait multiplier ces 2 chiffres et ce que j'ai trouvé, c'est que quand on regarde l'écart salarial attribuable dans la politique salariale, il n'y a pas de grande variation entre les provinces. Le Québec se situe à peu près à mi-chemin parce que l'écart en partant est plus faible, même si la part attribuable dans la politique salariale est plus grande. Ensuite, c'est une autre étude aussi publiée par Statistique Canada. Elle a essayé de mesurer l'écart l'évolution de l'écart entre 1997 et 2017. Donc, une variation de presque 10 points de pourcentage. Et elle voulait savoir c'est quoi les facteurs qui ont réduit l'écart. Alors, la principale, c'est l'amélioration de la profession. C'est-à-dire, les femmes vont plus dans les professions bien rémunérées, ce qui comprend évidemment les cadres, les postes de gestion, mais aussi la santé et l'éducation. Le niveau de scolarité expliquerait 13 %, l'affiliation syndicale 11 %, l'emploi dans le secteur public et la durée de l'occupation un peu moindre. Le problème avec ces chiffres-là aussi, on le constate aussi dans les données de Luc, c'est qu'il y a un recoupement entre ces variables. C'est-à-dire que les femmes sont plus syndiquées parce qu'elles sont plus dans le secteur public et parce que ce sont aussi emplois qui, en général, demandent une plus grande scolarité que dans le secteur privé. Alors, ces 3 éléments-là se recoupent beaucoup. Ce qui a fait augmenter l'écart, c'est la province. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais le groupe d'âge, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes âgées et en général, les écarts augmentent avec l'âge. Et le secteur d'activité, aussi, les femmes ont plus gravité vers des secteurs où l'écart est un peu plus grand. Globalement, cette étude-là explique 53 % des écarts, ce qui laisse 47 % des changements de l'écart qui ne sont pas expliqués. Alors, les femmes sont maintenant plus scolarisées. Là, je reprends un peu les chiffres de Luc, un peu plus détaillés. Alors, effectivement, on voit qu'en 1990, les femmes avaient à peu près le même niveau de personnes sans diplôme secondaire que les hommes. Un peu plus avec un diplôme secondaire et post-secondaire partiel, mais moins dans les emplois. On parle de comparer le jaune et le vert, et moins de personnes avec des diplômes plus élevés. Quand on regarde, je vais juste regarder 2022 plutôt que l'année intermédiaire. Quand on regarde aujourd'hui, on compare le rouge et le turquoise, le bleu. Là, on voit que les femmes ont beaucoup moins de personnes qui n'ont pas de diplôme secondaire, moins de personnes qui ont le diplôme secondaire et un peu plus. Les diplômes postsecondaires, ils sont à peu près égaux et les femmes ont beaucoup plus souvent un baccalauréat ou un diplôme supérieur au baccalauréat. Et puis ça, c'est pour les populations âgées de 25 à 54 ans. Alors, là, vous avez les ratios des salaires selon le niveau de scolarité, juste de 2012 à 2022. Et ce qui est surprenant là-dedans, il y a 2 choses. D'une part, quand on regarde chacun des niveaux de scolarité, il n'y a pas très peu de changements.
Quand on regarde, par exemple, les gens sans diplôme secondaire, il a commencé à peut-être 76% en 2012, mais il y a quand même eu d'autres points où il était proche de 80%. Et si on reculait plus en arrière, c'est le principal domaine où les écarts sont grands. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emploi qualifié pour les personnes qui n'ont pas de diplôme secondaire. Les autres, ils sont relativement constantes. Au niveau des diplômes universitaires, il y a beaucoup de fluctuations qui sont dues au fait que c'était un petit échantillon. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que le ratio de l'ensemble a à peu près pas bougé depuis 10 ans. Et c'est-à-dire aussi que la presque totalité de l'écart qui est dû à la diplomation est dû au fait que les femmes sont de plus en plus diplômées. Donc, on retrouve plus dans les diplômes universitaires et des postsecondaires qu'auparavant. Les femmes continuent de choisir les professions à prédominance féminine. Alors, ici, j'ai regardé sur les professions plus détaillées que Luc, c'est-à-dire qu'il y a 140 en 2010 et 162 en 2020. Et ce qu'on trouve que les femmes sont encore dans des emplois à prédominance féminine. 31% dans les très fortes prédominances, 29%. Il y a un peu plus dans les professions moyennement, 33% pour les 60 à 80%. Il n'y a pas de plus de personnes, ni hommes ni femmes, qui sont dans les professions mixtes, c'est-à-dire entre 40 et 60% de femmes. C'est 23% des femmes dans ce 22, 19 vers 20. Et il n'y a pas plus de femmes dans les emplois modérément masculins. Il y a même une diminution de 14% et 11%, mais aussi une diminution des hommes. Et dans les emplois qui sont très majoritairement masculines, les femmes sont toujours 5% et les hommes près de 40%. La chose mouvement qu'on peut voir sur ces 10 ans-là, c'est qu'il y a un peu de mouvement des hommes vers des emplois soit mixtes, soit modérément féminins et un peu moins dans les emplois à prédominance masculine. Mais les femmes n'ont pas bougé. C'est-à-dire les femmes ne sont pas entrées dans les emplois masculins, les hommes un peu entrés dans les emplois féminins. L'autre chose que j'ai essayé de faire, puis ça fait plusieurs recensements que j'ai fait l'effort, c'est de regarder si les femmes se trouvaient dans les mêmes professions que les hommes, c'est-à-dire la même répartition professionnelle que les hommes, mais avec les salaires des hommes plutôt que les salaires des femmes, leur salaire augmenterait de 63 000, c'est-à-dire qu'ils augmenteraient de 63 300 à 77 284. Et si les hommes étaient répartis dans les emplois, si les hommes étaient répartis dans les emplois professionnels des femmes, leur salaire diminuerait de 17 500 à 77 280, diminution de 3%. Alors que si les femmes avaient, avec la même répartition professionnelle, avec les salaires des hommes, leur salaire augmenterait de 63 000 à 77 284. Donc, sur l'écart de 22 000, non, à peu près 22 000, l'impact de la répartition masculine est très petit, alors que l'impact des salaires des femmes, c'est 22%. Alors, ce n'est pas la ségrégation professionnelle qui l'explique, c'est le fait qu'à l'intérieur de chaque profession, les femmes gagnent moins que les hommes. J'ai présenté ce chiffre-là
plusieurs années, puis les gens sont toujours choqués. Mais le fait est qu'il y a encore beaucoup d'écarts à l'intérieur de chaque profession. Les choix professionnels des jeunes, on trouve qu'ils sont encore très situés. Particulièrement au diplôme d'études professionnelles, 76% des femmes et 15% des hommes sont dans des professions à prédominance féminine. 12% des femmes et 8% des hommes dans les emplois mixtes et les hommes 70% dans les emplois à prédominance masculine. Et c'est là où l'écart de rémunération est la plus forte. 217 $ par semaine ou 24%. Alors, c'est là où, au niveau des personnes plus scolarisées, les écarts sont les plus grands et c'est que la formation professionnelle ne change pas. Et ça, excusez-moi, ce sont les études faites par le ministère de l'Éducation sur les personnes diplômées entre 1 an et 2 ans après leur diplomation. Donc, ces écarts au début de la carrière. Et puis, les écarts ont tendance à augmenter à mesure de la carrière. Dans les DEC, encore aussi, les femmes sont très majoritairement dans les emplois à prédominance féminine, quoique les hommes sont répartis à peu près les tiers entre prédominance féminine, mixte et masculine. Et la présence des hommes se trouve parce que dans les emplois à prédominance féminine, c'est parce qu'elles se retrouvent dans l'administration, commerce et informatique. Aussi dans la santé, il y a de plus en plus d'hommes qui deviennent par exemple infirmiers, et aussi dans les services sociaux, éducatifs et juridiques, qui est très large comme catégorie. Les femmes sont encore très majoritairement dans les emplois à prédominance féminine. Nos baccalauréats, encore là, les hommes sont répartis à peu près également, alors que les femmes sont dans les prédominances féminines et un peu plus souvent dans les emplois mixtes. L'écart est de 2,30 ou 7,7 %, et ça, c'est 1 an après la diplomation. Baccalauréat, c'est à peu près la même chose, 10,2 % d'écart, titulaire d'un doctorat, 7,4 %. Alors, la syndicalisation, encore là, c'est la syndicalisation qui a réduit les écarts de façon la plus importante. Alors, dans les emplois syndiqués, l'écart est encore de 3,6 %, alors que dans les non syndiqués, c'est 13 %. Et quand on regarde, c'est en partie parce que le problème, c'est que c'est fait au détriment des hommes. Les hommes sont moins syndiqués qu'il y a quelques années. Mais l'impact pour la syndicalisation est plus grand pour les femmes que pour les hommes parce que les hommes se trouvent en partie dans le secteur public, mais aussi il y a un taux de syndicalisation plus fort dans le secteur privé. Et c'est aussi que les syndicats ont été celles qui ont le plus bénéficié de la loi sur l'équité salariale parce qu'elles avaient les instruments pour le faire appliquer réellement. La taille de l'établissement, là, on voit que ce n'est pas un grand impact sur le salaire. Alors, passer à mes propositions. D'abord, il faut encore combattre les préjugés des employeurs. Il faut promouvoir la syndicalisation. Il faut continuer à promouvoir l'accès des femmes aux emplois traditionnellement masculins. Ça, au niveau de haut de l'échelle dans le génie et l'informatique, c'est là où il y a moins de femmes dans les secteurs traditionnellement masculins, qui est un peu choquant encore. Et dans les métiers col bleu, qui est plus difficile parce que c'est plus difficile pour les femmes d'accéder, par exemple, dans l'industrie de la construction, même s'il y a une coalition qui travaille là-dessus depuis au moins 20 ans. Pour promouvoir un meilleur partage des responsabilités parentales, on a eu plusieurs présentations hier sur la question. Hausser le salaire minimum.
C'est les femmes, encore chez les femmes, celles qui travaillent au salaire minimum sont de tous les âges, alors que les hommes sont les jeunes. Il n'y a pas encore on a des problèmes de pas assez de place dans les services de garde. Puis les services de garde à but non lucratif, c'est de la CPE, qui sont de meilleure qualité, et la loi sur l'équité salariale. Alors, il a été très efficace pour les travailleuses syndiquées, mais pas très efficace pour les travailleuses non syndiquées. Et je pense qu'il y a des améliorations à apporter à cette loi, et je pense en particulier qu'il faudrait envisager plus d'approches sectorielles comme on a fait dans les services de garde. Merci.